Good morning and good afternoon to Bonjour et bon everyone who's joined après-midi à us for tous ceux this qui nous press rejoignent à conference. cette conférence de My presse. name is Isabel Je de m'appelle Sola. Isabelle I'm de the Sola director et of je the suis Martin Ennals directrice Foundation de la based in fondation Switzerland. Martin Ennals It's my Awards great pleasure fondée to en moderate Suisse. this press J'ai un grand conference plaisir where we de will pouvoir finally announce the animer cette winners, conférence. the On va annoncer les laureates of the lauréats 2022 de Martin Ennals 2022 Award for du Human Martin Rights Ennals Defenders Awards at des Risk. défendeurs des droits Just humains. before we get started, Avant I'd de like to say a commencer, quick j'aimerais word about the dire quelque chose technicalities. à Since propos we're doing this de la online, technique, vu I'm que nous prepared. faisons ça en ligne. J'espère que ça va jouer. Il y a deux canaux pour choisir le langage. Pour ceux qui veulent une traduction, nous avons l'anglais et le français. Si vous nous regardez depuis le site de la Fondation, vous pouvez changer entre les langues au bas de votre écran. S'il y a des questions parmi les médias, vous pouvez les poser sur le chat du Zoom. Vous pouvez utiliser cet icône de discuter qui est au bas de l'écran. Et on va vous présenter maintenant qui sont les différentes personnes. Donc, ça, c'était des points techniques. Et maintenant, nous allons commencer. C'est la 29e fois que nous célébrons ce Martin Ennals Awards. Et le thème, c'est de trouver de l'inspiration. Nous allons connaître les lauréats 2022 et ces derniers mois, nous les admirons avec leur stratégie, avec leur présence sur les réseaux sociaux, comme leur exemple et leur charisme qu'ils apportent au monde a fait bouger beaucoup de gens et les inciter à nous rejoindre et continuer de développer les droits humains. Nous avons ici les représentants des droits humains, aussi Hans Tholen, qui est fondateur du jury, qui est président du jury, de même que Philippe, aussi président du... Hans va présenter le premier lauréat dans un moment et ça devrait durer à peu près 30 minutes, puis nous allons passer aux questions-réponses du chat. Hans, s'il vous plaît, je te passe la parole pour présenter notre premier lauréat. Merci beaucoup. Isabelle, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici. Ça fait bientôt 30 ans que ça dure. Nous n'aurions jamais pensé ça au début. Quand nous avons commencé, c'était plutôt prévu. Donc, on voulait honorer nos amis et ceux qui supportent et défendent les droits humains. Et si on regarde, on a regardé à l'avance et on voulait regarder quels étaient les défenseurs du droit humain. Ensuite, nous avons fait autre chose et nous avons créé un jury séparé, indépendant, composé d'organisations des droits humains. C'était des organisations et pas des individus. Bien sûr que les organisations doivent envoyer des individus au meeting, mais ces organisations faisaient partie du jury. Vous les trouvez tous dans le kit de presse et ça comprend toutes les organisations des droits humains importantes. Ça donnait un boost énorme en termes de recherche et d'impact. Et je suis reconnaissant pour toutes ces organisations qui font cette énorme collaboration et cet effort, qui aident les défenseurs du droit humain. Cette année ou l'année passée, si je ne me trompe pas, nous avons eu 56 applications qui ont été acceptées. Et de ces 56, un long processus de discussion entre les membres du jury, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a 3 personnes qui méritent cette année vraiment d'être lauréats. Et je vous dis en particulier que ces lauréats s'appellent plus finalistes. Nous avons un système que nous sélectionnions 3 finalistes et de ces 3 finalistes, nous avions choisi un lauréat. Mais heureusement, nous avons maintenant été tous d'accord que nous pouvons abandonner ce système et que à partir de cette année, tout le monde sont des lauréats équivalents. Et les lauréats de cette année sont vraiment remarquables. Ils viennent de différentes régions, bien sûr, mais il y a une chose qui les réunit tous, qui ont un point commun, c'est leur force. C'est qu'ils galvanisent le mouvement des droits humains autour d'eux, pas seulement eux-mêmes, mais ils inspirent d'autres. Ils sont tous très courageux
et ils risquent tous la prison, ou sont en prison, mais nous leur devons de les défendre le mieux que nous puissions. Donc avec ça, j'aimerais introduire le premier lauréat, qui est une journaliste femme Don Trang, qui est probablement la journaliste ou l'organisatrice la plus grande des médias dans ce pays. Elle a payé un prix lourd, elle a été jetée en prison, mais je pense que un de ses plus proches amis et qui travaille toujours avec elle, c'est Ting Hulong et je suis Long. On est autorisé à l'appeler Long et je suis ravie qu'il va nous donner plus de détails sur cette personnalité très intéressante. Je suis vraiment profondément honorée de représenter ma mentor et ma meilleure amie aujourd'hui à cet événement. Je tiens avant tout à remercier le jury, la Fondation Martin Ennals et la ville de Genève pour avoir reconnu et honoré Don Trang. Il y a précisément 8 ans à peu près que Don Trang débarquait à Genève pour la première fois de sa vie pour assister à l'audience de l'EPU, l'examen périodique du Vietnam, pour rencontrer les représentants des Nations Unies et les organisations de défense des droits humains et pour plaider en faveur des droits humains et de la démocratie de ce pays qu'elle aime tant. J'ai eu le privilège de l'accompagner durant ce voyage et maintenant, voilà qu'elle est honorée par la communauté des droits humains dans la ville de Genève. Il faudrait qu'elle puisse être ici aujourd'hui avec nous, pas en prison, et pas avec une peine de 9 ans de prison prononcée en décembre dernier, sans aucun espoir d'annulation de ce verdict. Elle est actuellement emprisonnée à Hanoï et elle souffre de maladies graves, sans soins médicaux immédiats, sans représentation légale et sans visite de sa famille. Avant d'être emprisonnée, Don Trang était l'une des militantes les plus recherchées au Vietnam. Elle était constamment enlevée par la police et parfois violemment battue, ce qui lui a valu de graves blessures aux jambes et une invalidité partielle. Depuis son retour au Vietnam en 2015, elle était constamment en fuite, toutes les 2 semaines ou tous les 2 mois, et vivait dans près de 100 endroits différents à travers le pays. L'histoire de Don Trang est représentative de l'état des droits humains au Vietnam. Vous entendez probablement souvent des noms fantaisistes pour le Vietnam. Par exemple, une étoile montante, un tigre asiatique ou une destination touristique. C'est peut-être vrai en partie, mais l'autre facette du pays est honteuse. Nous sommes un pays qui ne sommes pas libres selon Freedom House. Nous sommes classés au bas de l'indice de liberté de la presse de Reporters sans frontières, juste avant l'Érythrée, la Corée du Nord, le Turkménistan, la Chine et Djibouti. Et nous avons plus de 200 prisonniers de conscience, y compris Don Trang. Le régime autoritaire du Vietnam, dirigé par le Parti communiste vietnamien, n'a laissé aucune place aux citoyens pour participer à la politique de manière significative. Des élections libres et équitables n'existent nulle part, faisant du Vietnam une Chine autoritaire miniature. Et c'est pourquoi Don Trang a dû se battre. L'histoire de Don Trang est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons renforcer les autres par la gentillesse, l'encouragement et en montrant l'exemple. Elle écrit des articles et des livres, elle enseigne, elle a fondé des journaux indépendants et des maisons d'édition. Sa gentillesse touche le cœur des gens. Ses encouragements les motivent et son exemple incite les gens à la suivre. Elle incarne vraiment le changement qu'elle voulait dans le monde. Il est donc évident qu'elle est l'une des journalistes et des militantes les plus influentes que nous ayons eues au Vietnam depuis la fin de la guerre du Vietnam. Le prix Martin Ennals qu'elle
ce qu'elle reçoit aujourd'hui est un message fort et clair au gouvernement autoritaire vietnamien et plus important encore au peuple vietnamien, qui montre que ce qu'elle fait est juste et que la communauté internationale est à ses côtés et la soutient. Il est vrai que nous assistons à un recul de la démocratie dans le monde. Nous assistons également à des reculs importants de l'évolution des droits humains au Vietnam, faisant de 2021 probablement la pire année depuis 2000. Mais des personnes comme Abdul Hadi Al-Kabi, le docteur Daouda Diallo et Don Trang représentent l'espoir d'un avenir meilleur, l'espoir d'un avenir démocratique pour le Vietnam. Merci. Merci, Long, pour ce témoignage très fort. Et on l'admire beaucoup, et elle laisse vraiment un héritage très, très fort, 3 ou 4 organisations qu'elle a fondées ensemble avec vous, c'est pour certaines. Et on espère vraiment que ça va avoir un impact sur son bien-être malgré qu'elle est en prison. Passons au deuxième lauréat que j'ai l'honneur de présenter au Burkina Faso, le docteur Daouda Diallo. On va l'inviter on lui passer la parole dans un moment. Nous sommes très heureux d'avoir le docteur Diallo aujourd'hui parmi nous. Beaucoup de nos lauréats et nos vainqueurs sont en prison et ne peuvent pas nous rejoindre aujourd'hui. Lui, il est un activiste qui travaille dans son pays. Il a des contacts avec la guerre civile, mais il documente les violations des droits humains. Docteur Daouda, je vous passe la parole. Ok, merci. Merci pour les organisateurs de cette conférence de presse et aux initiateurs du prix de Mars. Merci de m'avoir donné la parole. J'ai une pensée particulière aux défenseurs des droits humains du Vietnam. J'ai une pensée particulière pour son collègue et pour sa famille. Il faut dire que moi, c'est effectivement le docteur Daouda Diallo. Je suis du corps médical. J'interviens dans le volet humanitaire à travers mon engagement en tant que défenseur des droits humains, parce que depuis tout jeune, j'ai toujours été leader dans la vie scolaire et étudiantine. J'ai toujours de la sympathie, de l'empathie pour les personnes faibles et victimes, et c'est en crise, menacé, attaqué et impuissant. Et il faut ajouter aussi que c'est un état défaillant aujourd'hui, avec plus de 2 millions de populations déplacées, 13% des écoles fermées, qui est contrôlée par le groupe armé terroriste. Et c'est également dans ce contexte très difficile que le Burkina Faso a enregistré le plus grand massacre communautaire en janvier 2019, massacre au cours de laquelle 200 personnes au moins ont été tuées sur un fond de délit de faciès et de stigmatisation dans la plus grande région militaire située à 100 km de la capitale Ouagadougou. Et au lendemain de ce massacre, j'ai reçu plus de 100 appels d'interpellation avant un observatoire des droits humains, de les organisations de défense des droits de l'homme et à tous les démocrates à se mobiliser pour unir nos forces, faire face à cette situation difficile qui traverser notre pays et soigner les intérêts des victimes. C'est là que j'ai créé le collectif contre l'impunité et la stigmatisation de communautés, dont l'objectif est de travailler pour un état de paix sur une approche basée sur les droits humains. Mais depuis qu'on a créé cette organisation, on a eu un impact considérable parce qu'on a pu documenter plus de 1000 cas
de violation et d'exécution extrajudiciaire. On a pu soutenir et aider à retrouver plus de 100 personnes victimes de cas influenceurs de discours politiques qui a accepté officiellement qu'il existe la stigmatisation et la discrimination au Burkina. Et on a pu aussi obtenir le principe de révision de 2 lois au niveau national. Et on a une très parfaite collaboration avec les organisations internationales comme Human Rights Watch, le CICR et Amnesty International. Donc, mais avec cet impact que nous avons, il faut le dire, que c'est dans une adversité très sévère, parce que je suis victime de plusieurs types de menaces, de la filature. Souvent, je suis obligé de mener une vie de clandestinité, parce que souvent, je ne peux pas dormir tous les jours à la maison. Ma maison a été cambriolée à plusieurs reprises, ce qui est une épreuve énorme. Mais je reste convaincu et déterminé pour continuer le combat parce que j'ai le soutien de ma famille, de mes collègues de travail au service et j'ai aussi un soulagement interne quand je vois que j'arrive à protéger, à porter secours aux victimes de violences. Et aujourd'hui, pour moi, le prix Martin Enals, c'est un honneur pour moi, pour mon équipe, pour mes collaborateurs. Et c'est un honneur pour le Burkina Faso. Ça renforce ma crédibilité et ça renforce mes capacités à mieux protéger la veuve, l'orphelin et travailler pour une république véritable, débarrassée de toute forme de discrimination et de stigmatisation. Je remercie encore les initiateurs du prix Martin Enals et pour l'honneur qui m'a été fait et je serai à la hauteur de ce prix pour un monde meilleur. Je vous remercie. Merci, Dr. Diallo. Thank you so much for your remarks. We had a couple of technical... Merci beaucoup, Dr. Diallo, pour vos remarques. On a eu des problèmes un peu techniques pendant que vous parliez. J'aimerais être sûre que tout est OK pour... Est-ce que vous m'entendez? Merci pour votre patience malgré les problèmes techniques en ligne. Dr. Diallo, il a documenté plus de 1000 cas d'exécution et ça va lui permettre d'amener la paix au Burkina Faso et la justice pour toutes ces victimes. Donc, félicitations à vous et je veux passer la parole à Hans pour présenter notre 3e lauréat. Merci beaucoup, Isabelle. C'est vraiment un très grand plaisir. Le troisième lauréat vient de Bahreïn et c'est une personne qui s'est engagée énormément pour les droits humains. Il est revenu du Danemark pendant le printemps arabe et il a terminé en prison avec un verdict de prison à vie. Et ce verdict est sorti en avril. Et malheureusement, il est vraiment en prison. C'est une personne impressionnante. Il inspire les autres. Et aussi toute sa famille, ses 2 filles, Myriam et l'autre, sont actifs dans les droits humains. On est vraiment ravis d'avoir un membre de sa famille ici pour nous parler de la lutte de son père. Merci beaucoup. Et de ça. Bonjour Hans, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et comme tous les autres lauréats, j'aimerais dire que c'est impossible de faire justice à mon père pour son travail et je vais faire le mieux quand même. Mon père a sacrifié sa vie à ce travail, il croit tellement aux droits humains et à la liberté qu'il a payé le prix pour ça et plusieurs fois dans sa vie et il a été emprisonné, il a été torturé. Il y a d'autres choses que je suis très fière, c'est que la manière que mon père travaillait, ça a beaucoup inspiré les autres. Il s'agissait de créer de la place pour les gens
qui reçoivent des outils pour se battre pour leurs propres droits. Il a créé les bases pour les droits humains. Il a battu, pas seulement il ne s'est pas battu seulement pour les autres droits, pour les droits des autres, mais aussi ses propres droits. En faisant ça, nous avons vu tellement de gens qu'il a formés, qui soutenaient, qui sont devenus une partie des leaders. Ils étaient au front du processus pendant ce soulèvement de 2011 et vous pouvez voir l'impact que ça a eu dans différentes générations, par le temps, à travers le temps, sur des gens qui sont devenus partie d'une organisation de défense des droits humains. Et l'autre point, je pense, qu'il faut mentionner aussi dans le travail de mon père, c'est comment est-ce qu'il travaillait derrière les frontières. C'est très important pour lui d'être connecté au mouvement que lui, il faisait derrière et ce que d'autres faisaient dans la région, jusqu'en Iran, en Irak, dans toute la région. Mon père a travaillé très, très durement pour se connecter les croûtes et pour se défendre pour les droits humains. Il y a une chose dont je suis si fière, le travail que moi j'ai fait ces 10 dernières années, c'est que le nombre de toutes les personnes que j'ai vues et qui m'ont dit qu'ils sont les défendeurs des droits humains à cause de mon père, parce qu'il m'a parlé de ces droits humains et qu'ils sont devenus activistes eux-mêmes, qu'ils ont été inspirés par son travail. Je pense que c'est important de mentionner que mon père est en prison à vie. En avril, il était déjà en prison depuis 11 ans. Et donc maintenant, il aura 61 ans. Il a raté la naissance de trois petits-enfants pendant cette période. Et quand on parle des droits humains et on parle d'emprisonnement, on ne parle pas des choses qui ne pourront jamais être compensées. Le temps perdu avec la famille, et aussi les relations qui se perdent, les connectivités, aussi tout ce qui vient au-delà de l'emprisonnement. Après que mon père sera, j'espère, libéré, le nombre de répercussions, le nombre de choses qu'il a vécues, de traumatismes qu'il a vécu, il faut vraiment aussi y faire attention en tant que communauté des droits humains. On essaie depuis 10 ans maintenant de faire sortir mon père de prison. Et il y a plusieurs milliers de prisonniers de conscience, pas seulement au Bahreïn, mais dans le monde entier, qui doivent aussi être libérés. Nous voyons de temps en temps que la situation s'aggrave. Par exemple, en Yémen, en Arabie Saoudite, en Égypte, au Soudan, en Irak, etc., etc. La liste est longue. Et la région, plus que jamais, a besoin de défendeurs de droits de l'homme humain. Nous avons besoin de pouvoir nous battre, de pouvoir créer une meilleure avenir pour la population. Et plus on voit de défenseurs des droits humains d'être exilés, et plus on doit intervenir pour créer un meilleur futur pour notre pays. Donc, nous sommes très reconnaissants pour ce prix décerné à mon père. Et j'espère aussi que ça va éclairer tout ce qu'ils font les défendeurs des droits humains. Mon père est un Européen et il s'est toujours battu pour la liberté. Et on voit souvent aussi que le business prend la priorité sur les droits humains et que l'Union européenne veut faire son business comme d'habitude, malgré les régimes oppressifs, ou faire des affaires avec des régions comme l'Arabie Saoudite, etc. Et j'espère vraiment qu'on va arriver à un point où on va pouvoir montrer un miroir de ce qui se passe. On ne peut pas seulement parler des droits humains, il faut agir. Il faut vraiment faire quelque chose et il faut faire le travail nécessaire pour protéger les gens, pour les mettre en avant aussi pour la liberté. Et j'espère vraiment que nous pourrons le faire et je me réjouis de continuer de travailler avec les avocats, avec l'équipe aussi de la Fondation Martin Ennals
pas seulement aujourd'hui avec ces lauréats, mais dans le monde entier et pour le futur, et aussi pour le futur. Merci. Félicitations, Marianne. Merci pour ces mots forts et ces rappels. Félicitations à vous et à votre sœur Zainab et à toute l'organisation, aussi à votre père. Tout ce que vous avez repris comme travail, et on ne va pas oublier. On admire vraiment la contribution de votre père au Bahreïn. Il a été un des premiers, un des pionniers du mouvement dans la région du Golfe pour défendre les droits humains. Et on ne va pas se reposer avant d'avoir des résultats. Et félicitations à vous et aux 3 lauréats. J'aimerais passer la parole à Philippe, le président de la Fondation, pour certaines informations sur la cérémonie. Et ensuite, nous allons passer à la session des questions-réponses. Merci, Philippe. Merci, Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Je vais m'exprimer en français. Je souhaite tout d'abord féliciter les lauréats au nom de la Fondation. Une fois encore, le jury a distingué 3 personnalités remarquables qui, par leur engagement, renforcent nos droits fondamentaux à tous. L'universalité des droits humains entraîne que les atteintes qui peuvent leur être portées en un lieu donné affectent toute l'humanité dans son entier. De même, l'engagement de nos lauréats, comme de toute personne qui œuvre à renforcer la protection des droits fondamentaux, a des effets bénéfiques pour l'humanité dans son entier. Ce sont nos droits et nos libertés à toutes et tous et à chacun que nos lauréats promeuvent inlassablement et nous devons les en remercier. Chaque année, la Fondation et la ville de Genève organisent une cérémonie pour célébrer les contributions extraordinaires aux droits humains des lauréats du prix Martin-Nats. Il y a 2 ans, nous avions eu la chance de voir notre cérémonie de remise du prix organisée juste avant le début de la pandémie et des mesures sanitaires auxquelles elle a conduit. L'an dernier, nous avons dû organiser une cérémonie uniquement virtuelle. Mais nous souhaitons revenir pour 2022 à un format qui puisse réellement mettre en présence nos lauréats, les membres du jury et du conseil de fondation pour une vraie rencontre avec la population genevoise et grâce à la retransmission en ligne de la cérémonie avec le reste du monde également, en particulier les zones géographiques dont ils sont issus. Dans les circonstances que nous connaissons actuellement, nous ne pouvons pas avoir la certitude que nos lauréats et leurs représentants puissent effectivement rejoindre Genève pour la date initialement retenue du 10 février 2022. Il en va de même pour les membres du jury ou les membres du conseil de fondation. D'entente avec la ville de Genève et en accord avec le jury, comme avec nos lauréats, nous avons donc décidé de reporter la cérémonie à une date ultérieure. Je suis heureux de pouvoir vous confirmer aujourd'hui que la cérémonie se tiendra le 2 juin 2022. De nombreuses organisations et défenseurs des droits humains dans le monde trouvent de nouveaux moyens de poursuivre leur travail, et ce malgré la pandémie. Et nous devons faire de même. Nous voulons offrir à nos lauréats une cérémonie digne de l'investissement qui est le leur dans la défense des droits fondamentaux et qui rende pleinement hommage aux sacrifices qu'ils acceptent de consentir au quotidien pour poursuivre leur engagement. Dans les circonstances actuelles, l'on observe une tension particulière contre les activistes des droits humains et plus généralement contre les libertés individuelles partout dans le monde. Certaines restrictions à nos libertés sont légitimes, d'autres ne le sont pas, et de toute manière, ces restrictions sont de plus en plus contestées. Toute situation de crise est source de tensions nouvelles qui révèlent tout à la fois les plus bas instincts de l'humanité comme les plus hauts. C'est au plus haut que nos lauréats placent le respect et la défense des droits humains. C'est au plus haut que nous devons les placer pour les remercier et les honorer. Notre pari est d'offrir à nos lauréats et à notre public un véritable moment de convivialité et de partage en présence des membres du jury, du conseil de fondation, des plus hautes autorités des Nations Unies, comme de la Confédération suisse, du canton et de la ville de Genève. Nous voulons les accueillir dans les meilleures conditions possibles et pensons pouvoir le faire le 2 juin 2022 à Genève, en nous réjouissant déjà de vous accueillir toutes, tous et toutes autres variations de genre possibles dans une cérémonie qui nous réunisse réellement et non seulement virtuellement.
La ville de Genève est notre partenaire historique dans l'organisation de la cérémonie et nous souhaitons la remercier de son engagement constant à nos côtés pour célébrer les droits humains qui forment depuis près de 2 siècles maintenant le socle politique de notre vie. Merci à notre interprète aujourd'hui dont le travail est essentiel pour que nous puissions tous nous comprendre dans nos langues respectives. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Philippe. And yes, that makes it official. Merci Philippe. C'est vrai que c'est important de savoir que notre cérémonie a été reportée au 2 juin. Marquez ça dans vos calendriers et on se réjouit vraiment de rencontrer chacun en personne ce jour-là. Et maintenant, il nous reste 15 minutes ou 30 minutes pour les questions-réponses. J'ai déjà quelques questions en ligne et il y a une question pour chacun des lauréats et de nos représentatifs. Et ensuite, nous allons faire un deuxième tour et j'espère que chacun des lauréats ou des représentants, ils ont chacun 2 minutes pour que nous puissions faire 2 tours, 2 rondes de questions. La première question que j'ai, pardon, est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que c'est revenu? Donc, une question pour l'homme. Donc, vous faites... Donc, quelle est votre opinion? Donc, j'ai une question pour le docteur Diallo du Burkina Faso. Il y a des rumeurs qui disent que les gouvernements discutent avec différentes factions du groupe islamique au Burkina Faso. Et pensez-vous que c'est un recul pour le pays ou que c'est un progrès pour la paix du pays? Puis j'ai une question pour Marianne. C'est une question d'un journaliste suisse, Laurent Serrault, ETS, de l'agence suisse. Ouais. Pensez-vous qu'il y aura des représailles et des plus mauvais traitements de votre père après ce prix? Ou pensez-vous que ça va améliorer sa condition? Une autre question anonyme, c'était pourquoi votre père n'a pas été libéré et pourquoi ça s'arrête? Donc, on a 2 ou 3 minutes pour chacun de nos lauréats et on va commencer par l'homme. Donc, merci pour la question. Donc, le Parti communiste du Vietnam essaye toujours vraiment de faire bonne figure au niveau international. Et malgré tout, qu'on a des choses qui se passent à la maison contre les droits humains, et durant mes 10 ans d'activisme et plus de 10 ans d'activisme même qui ont passé, on a vu que nous apprécions beaucoup les Nations Unies, on a beaucoup de support, mais ce serait une claque en plein visage pour tous les défenseurs des droits humains, pour tous les victimes de violences et tous les défendeurs de droits humains dans le monde si une autorité comme, ou un gouvernement comme... Je suis conscient qu'il y a des limitations au système, mais il faut que quelque chose soit fait pour prévenir, pour que le régime suggère le Vietnam et la Chine d'influence et manipuler les Nations Unies. Et j'espère que
ça va être reconnu dans le monde et que tous ceux qui sont des défendeurs de l'humain parmi nous, on doit pouvoir empêcher la Chine et le Vietnam de montrer autre chose que le système qu'on a vraiment. Donc, merci pour votre réponse. Je passe au docteur Diallo pour ses remarques. Ok, merci. Il faut dire que moi, mon travail avec mes collaborateurs, notre travail, c'est de construire un pays de paix, prospère, sur une approche basée sur les droits humains. Et je pense que avec cette reconnaissance au niveau international, qui est un honneur pour mon pays, je pense que je gagne en crédibilité avec toute mon organisation et déjà, ça va renforcer le travail que nous faisons déjà sur les questions de dialogue et de médiation entre les communautés pour apaiser les cœurs, pour soulager les populations burkinabées qui sont prises vraiment en étau par une violence extrême. Donc, pour moi, ça va soutenir l'effort et pour la construction d'une paix véritable et sûrement cette reconnaissance va rassurer aussi les bailleurs et les partenaires techniques et financiers du Burkina à nous soutenir dans toutes les initiatives de dialogue que nous entreprenons sur le terrain pour réconcilier et mettre ensemble les Burkinabés. Merci. Thank you, Dr. Diallo. Let me turn to Mariam for her response. Thank you. Je passe la parole à Marianne. Bon, pour répondre à la première question, c'est vraiment difficile de savoir avec le régime du Bahreïn. Tout peut arriver. On a vu souvent des actions de représailles, nous avons vu des membres de famille, de défenseurs des droits humains qui ont été arrêtés à cause de l'activisme de cette personne. C'est vraiment difficile, tout est possible, il peut y avoir des représailles après ça, mais l'idée, c'est que nous devons malgré tout continuer de forcer. Mon père est en prison depuis presque 11 ans maintenant, et malgré tout, il continue cet activisme depuis sa prison. Il fait des grèves de la faim, il utilise tous les outils qu'il a pour protester, pour continuer cet activisme, et même sur son propre corps. Il a fait plusieurs grèves de la faim pour protester aussi contre les tortures d'autres personnes en prison. Il va continuer cet activisme, et même qu'il ait du soutien international ou pas, mais la moindre chose qu'on peut se faire, c'est de soutenir son travail et celui d'autres. Et pour répondre à la deuxième question, j'aimerais préciser que mon père a une situation tout à fait différente. C'est une loi de punition alternative. Ça permet aux gens d'être à la maison, mais aussi en prison. Donc, c'est une clémence. Mais mon père ne devrait pas du tout être en prison. Et il a eu des conditions et au lieu d'être libéré, la loi de la punition alternative, ça veut dire que il devrait s'excuser pour son travail d'activiste, il devrait s'excuser pour son travail de défense, son travail qu'il a fait. Et tout ça, bien sûr, il refuse de le faire. Et ce que j'aimerais mentionner, c'est qu'il y a aussi la question des Nations Unies. Je pense que nos systèmes sont vraiment cassés, entre guillemets. Je pense qu'une partie de la raison, c'est de voir que les droits humains, pas seulement au Bahreïn, au Yémen et autres, mais aussi au Danemark ou en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs,
c'est parce qu'on n'a pas de mécanisme international pour la protection des droits humains, à mon avis. C'est seulement si nous travaillons sur le renforcement de ces institutions, de ces mécanismes pour qu'ils soient vraiment corrects et égaux pour faire la différence au niveau international. Et si on parle d'implémentation égale, ça doit être appliqué à l'égalité doit être appliquée à tout le monde. Ça doit être pour les États-Unis, pour d'autres pays, ça doit être appliqué à tous les pays des Nations Unies et ça doit être appliqué aux gouvernements comme l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et autres. Ce n'est pas possible qu'il y ait un système de favoritisme, de politicisme quand il s'agit de défense des droits humains, etc. Je pense que c'est que là qu'on verra de meilleurs droits humains au niveau international, dans un meilleur mécanisme pour défendre les défenseurs des droits humains. Merci. Merci Marianne pour ces claires déclarations. Et je vois qu'on a à la fin de notre conférence de presse, nous n'avons pas le temps pour une deuxième ronde de questions. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour le temps que vous avez passé, surtout aux lauréats et à leurs représentants. Merci de nous avoir parlé de vos peurs et aussi de comment vous vous sentez, mais aussi de vos espoirs. Donc, vraiment, félicitations de nous tous, de la Fondation Martin Ennals. Et avant de conclure, j'aimerais aussi remercier nos donateurs et nos bailleurs de fonds. Nous ne pourrions pas le faire sans l'aide vraiment précieuse de la ville de Genève. Ils sont nos partenaires les plus proches dans cette célébration de la cérémonie, de même que le canton de Genève, les fondations privées, notre board, bien sûr pour Hans qui est avec nous, et aussi pour cette magnifique interprétation que nous avons eue ce matin. Merci Irène pour aussi notre superbe équipe technique derrière ce Zoom où on a eu le minimum de panne. Merci beaucoup à tous pour votre patience et pour votre participation. Marquez dans votre calendrier 2 juin 2022 à Genève en ligne pour la cérémonie, s'il vous plaît, et aidez-nous à faire de la publicité, de faire connaître ces 3 lauréats extraordinaires pour toute leur famille qui, on va vraiment les célébrer pour les prochains mois. Bravo et une magnifique journée encore aujourd'hui.